On dit que cette vague a commencé en 1996, mais on trouve des articles un peu plus tôt, ici, 3 ans plus tôt, où on voit un témoignage qui nous parle toujours d'arc de lumière et de changeant de couleur. Et là, c'est très curieux pour l'époque, parce qu'on voit que les technologies permettraient de faire changer de couleur. Mais c'est voilà. Alors ça va se développer et les croquis apparaissent dans les journaux. Alors le premier ici, celui-là pour ressembler à un avion, mais les avions n'existaient pas à l'époque puisque le premier c'était celui de Clément Ader, l'Éole, qui a volé entre 1890 et 1897 et encore c'était en France et que sur quelques dizaines de mètres. Donc c'est qu'en 1903 qu'on va avoir le premier avion motorisé aux États-Unis. Donc c'est étonnant d'avoir un tel croquis. Ici, on trouve toujours le mystérieux aéronef qui sont oblongs, qui ressemblent à des dirigeables, avec un détail curieux qu'ils ont ici, c'est nageoires ou ses ailes. Les professionnels de l'aérostation disent que si on met des ailes sur un dirigeable, ça pourrait l'empêcher de voler. Hop, transition. Donc ça pourrait l'empêcher de voler. Et il y a aussi cet élément qui est anachronique, puisque les dirigeables et les avions ne portaient pas d'éclairage et de feu de position à l'époque. C'est qu'à partir, historiquement, de 1910, qu'on en a doté les aéronefs. Donc c'est bizarre de voir des engins parfaitement contrôlés survoler les villes avec ces éléments. D'autres éléments, ici, il disait qu'il y avait une présumée photo, bon, là je l'ai retrouvée. Ce témoignage du capitaine Newton représente ce qui pourrait s'apparenter à une locomotive volante. Il est très controversé. Il y a eu des enquêtes où on n'est pas sûr des sources. Si on fait les caractéristiques générales de toutes ces premières observations, des formes de ballons, cigares au cône, une vitesse de 50 à 150 km/h, c'est ce que disaient les témoins. Et cette performance, elle est incompatible avec les meilleurs records mondiaux qui étaient de 22 km/h pour un dirigeable français de l'époque, je vous montrerai sa photo plus tard. Et 150, si les dirigeables volaient vraiment à cette époque-là à 150 km, ils étaient vraiment très bons parce que même de nos jours, le record mondial qui a été fixé plus tard, c'est 115 km/h. Ensuite, là, 10 à 45 mètres de long, je dis rien. Lumière, attention, on a parlé. Elle volumineuse et parfois battante. Alors ça, c'est le détail qui tue, puisque des ailes, on imagine très mal un dirigeable avec des ailes qui battent. Et toutes ces autres descriptions sont tout aussi étonnantes et impossibles. Les déplacements zigzag, ondulatoires, aucun aéronef ne fonctionne comme ça, à part peut-être les cerfs-volants sous l'effet du vent, et des plongées et des vols stationnaires. Voilà un peu pour les caractéristiques, comparons-les avec l'aérostation de l'époque. Voilà le premier dirigeable au monde. Il est français, origine phare, 1852, et c'est lui qui va fixer le record d'endurance, qui ne sera battu qu'à partir de 1900, 27 km. Ici, on a le premier dirigeable à structure métallique. C'était donc après la vague, puisqu'elle s'est terminée, la première, au printemps 1897. Et on voit le résultat du premier vol, il s'est craché. Ici, c'était celui qui détenait le record de vitesse, 22 km/h. On notera qu'il est quand même assez imposant en taille, et qu'il faut, petit détail à noter, quand même pour le cacher, pour le mettre un hangar tout aussi imposant. Voilà pour les records de l'époque. Voyons ceux qui ont été fixés juste après la vague. Le premier Zeppelin, puisqu'au début du XXe siècle, c'est le baron Zeppelin, avec sa firme et le soutien du public, qui va obtenir les meilleurs dirigeables au monde. Donc là, il va un peu plus vite, 32 km/h. Le LZ5, il ira un peu plus vite à 40 km/h, sans égaler les records dont on a parlé. Ça, c'est Éole, le premier avion au monde français. Voilà, on l'appelait la chauve-souris. Premier vol motorisé aux États-Unis. Il n'a pas volé beaucoup, sur 300 mètres. Premier vol motorisé en Europe. Il avait besoin d'une rampe de lancement. Et ça, comme on parlait des éclairages, c'est le premier vol au monde avec un éclairage. Et c'était un Français qui a fait ce record en 1910 en Argentine. Donc on voit bien que tout ça, c'est pas compatible avec l'aéronautique de l'époque. Et il y a un autre détail, c'est qu'on disait que l'endurance maximale pour un dirigeable de l'époque, c'était 27 km. Et voilà toutes les apparitions de dirigeables reportés. D'abord, donc ce qu'on parlait d'abord aux États-Unis, en Californie, puis après, dans le Middle West, sur une quinzaine d'États au minimum, des Grands Lacs jusqu'à la frontière sud, ce qui représente à peu près 2000 km. Alors la question,
comment un dirigeable qui aurait une autonomie maximale de 27 km peut se promener comme ça sur 2000 heures. Ça, c'est une carte de Jacques Vallée qui a été corroborée par d'autres. Des événements beaucoup plus mystérieux vont se produire, puisqu'ici, on va nous rapporter des rencontres de troisième type, donc c'est-à-dire avec les présumés ufonautes ou habitants de ces dirigeables non identifiés, et ils vont avoir des comportements très étranges. Alors il y en a qui, voilà, des gens, des paysans, qui vont trouver dans leur champ un dirigeable posé et des aérostiers qui vont leur demander de l'eau. Alors pourquoi? Et à plusieurs reprises, il y a au moins 3-4 cas comme ça. Alors c'est un peu bizarre que des aérostiers se posent juste pour demander de l'eau, comme s'ils n'y avaient pas pensé avant, quoi. Quand on part en voyage, en général, on demande de l'eau, surtout que la phase la plus critique pour un aéronef, c'est toujours le décollage et atterrissage, et il y avait beaucoup de crash à l'époque. Des outils. Et il y en a qui prétendent s'appeler Monsieur Wilson. Et plusieurs témoins ont rapporté ces faits-là. Autre chose, on a souvent le cas de la réparation. Donc, quelqu'un surprend des aérostiers en train de réparer un airship, et puis au dernier moment, il s'envole. Ce qui est très bizarre, et ça va nous rappeler des rencontres du troisième type qui vont se poursuivre. Ça s'appelle le coup de la panne. C'est pas celui auquel on peut penser, mais c'est un coup classique où il y a des aéronefs. On voit des gens réparer une soucoupe, un aéronef quelconque, il se fait surprendre, au dernier moment, ils rentrent et ils s'en vont. Et ce qui est un peu bizarre on doute que des extraterrestres réellement feraient ça, donc on sent déjà, dès le départ, quelque chose d'illogique dans les rencontres du troisième type. Une autre rencontre ici. Donc c'est le colonel Agéchon et son ami qui déclarent avoir rencontré 3 grands êtres. Alors ici, c'est une interprétation, ils n'étaient pas bleus. Ils avaient des pieds disproportionnés. Qui va nous raconter encore une histoire extraordinaire. Donc les chevaux s'arrêtent mystérieusement, brutalement, à cause de ces 3 êtres qui s'approchent, qui dévisagent la carriole, et ensuite l'équipage s'approche et constate qu'ils n'ont pas de vêtements, mais une espèce de pelage naturel. Ils portent en main des pierres lumineuses, et donc le colonel va essayer de s'approcher, de les toucher. Il déclare que quand il a touché en le prenant, il a mis sa main sous le coude de l'être, il l'a soulevé comme s'il pesait 10 grammes. Et détail hallucinant, quand l'être se soulevait, il enfonçait ses longs orteils dans le sol pour garder prise. Bon, alors des histoires comme ça, on peut en douter tellement c'est rocambolesque, mais ça va se poursuivre au fil du temps. Ici, on va avoir d'autres signalements d'airship dans la région, et toujours avec des événements improbables, des ailes, comme un dirigeable n'a pas besoin d'ailes, comme on l'a dit, pour se déplacer. Alors, il y a eu là, on va passer aux interprétations et tout ce qui a été avancé comme explication. D'abord, il a été dit, ça doit être des gens qui ont été influencés par la science-fiction. À l'époque, Jules Verne avait écrit Robur le Conquérant, qui a été publié en 1886 et qui était déjà diffusé aux États-Unis et avec succès. Puisque d'autres romans, c'est très visible ici, ont été influencés par l'imaginaire vernien. Et il y a eu des points communs qui ont été relevés. Ici, on a un aéronef qui survole tous les USA, qui est équipé de fanaux électriques qui peuvent ressembler à des projecteurs et accessoirement écouter de la musique. Néanmoins, concernant toutes ces thèses de science-fiction, il y a eu des objections. D'abord, tous les témoins d'airship ne lisaient pas forcément la science-fiction. Et l'objection majeure, c'est de dire pourquoi la lecture d'un livre de science-fiction donnerait des hallucinations. Et surtout à des gens qui sont en groupe, parmi les multitudes de témoignages, environ 1 million de documents airship, il y avait des notables, des personnes en groupe au milieu des villages, etc. Après, il a été dit que ça doit être dû au modèle de dirigeable irréaliste ou fantasque qui était diffusé dans la presse. Et c'est vrai qu'il y en avait des vraiment fantasques. Alors par exemple, des véhicules tirés par des oiseaux, ce qui n'a aucune réalité scientifique, propulsés par explosion,